Bonjour, bienvenue dans cet auditorium du Forum des images dans le cadre d'ISEA 2023 à Paris. Le symposium que vous allez soit découvrir en réel, dans la vie réelle, en étant à Paris, et vous allez aussi pouvoir nous suivre en ligne, à distance, pour cette conférence et pour d'autres éléments de la programmation de ce symposium. Je suis Pierre-Yves Lochon, le créateur et l'administrateur du Club Innovation et Culture, un réseau francophone sur l'innovation dans les institutions artistiques et les monuments. La conférence à laquelle vous participez aura pour sujet le Web 3 et l'art, à la fois les artistes et à la fois les institutions artistiques. Dans un article récent, le New York Times avait donné une définition du Web 3. Alors, il y a beaucoup de définitions du Web 3 qui circulent. Le terme est un peu mis à toutes les sauces. Mais la définition du New York Times, c'était un nouveau type d'Internet basé ou construit sur la décentralisation. Et une autre définition d'un investisseur qui est un supporter fervent du Web 3 disait que c'est l'Internet qui appartiendra à ses usagers ou à ses utilisateurs et à ses créateurs. Vision peut-être un peu optimiste du Web 3. Quoi qu'il en soit, le Web 3 est déjà en train d'avoir un impact sur l'industrie de l'art ou la communauté artistique, en révolutionnant à la fois la création, mais aussi la distribution, la protection, la vente et l'achat des créations artistiques. Et comme outil décentralisé, comme plateforme décentralisée, le Web3 devrait aussi permettre aux créateurs de se rapprocher de leur public et peut-être d'imaginer de nouvelles formes de génération de revenus. Alors dans cette conférence, on va essayer de comprendre justement comment le Web3 peut impacter l'art, les artistes, mais aussi les institutions artistiques, et comment le Web3 peut transformer le processus artistique de la création à la distribution et à la monétisation. Alors je suis très heureux d'accueillir nos 4 speakers. Rachel Chichportiche, qui est présidente et cofondatrice de Danae, créée par des historiens de l'art et des experts de la technologie. Danae est une plateforme numérique et une société de conseil qui combine art contemporain et nouvelles technologies. Bonjour Rachel. Sébastien Deveau, aka Agoria, est un vétéran de la scène électronique française, mais c'est aussi un des plus actifs artistes sur le Web 3. Fasciné par cette révolution technologique, tu as publié ou produit et publié plusieurs collections de NFT, et tu vas même bientôt débarquer sur The Sandbox. Merci. Alain Thibault est directeur artistique d'Electra. Depuis sa création en 1999 à Montréal. Cette organisation distribue des créations et accompagne les artistes du Québec à la confluence de l'art contemporain et des nouvelles technologies. Electra est le producteur du Electra Festival et de l'International Biennale of Digital Art, j'aurais dû le dire en français, j'aurais dû l'écrire en français, à Montréal. Et Electra est aussi le curateur du Focus Québec durant ce symposium ISEA 2023 à Paris. Et Electra en 2022 a lancé Electra Virtual Museum Montréal, sur lequel on reviendra bien sûr. Et enfin, Thomas Tassin est cofondateur et COO de Garou, une start-up, une société technologique qui développe actuellement Mira, la plateforme métaverse destinée aux institutions artistiques, aux monuments culturels américains et français. Une nouvelle destination numérique pour promouvoir les lieux culturels et offrir de nouvelles expériences innovantes.
Et on y reviendra bien sûr. Donc dans cette table ronde, on va avoir 2 chapitres. Un petit chapitre NFT et un chapitre plus long sur le métaverse. Et on répondra, les intervenants répondront à vos questions les 10-15 dernières minutes. Mais je voulais d'abord commencer par un petit tour de table en vous demandant si, selon vous, le Web3 était une évolution ou une révolution pour le monde de l'art. Je vais peut-être donner la parole à Thomas. Tiens. Oui. Alors, bonjour. Est-ce que c'est une évolution, une révolution au monde de l'art, le Web3 ? Tu veux passer ton tour à Rachel, le temps de... En fait, le web, ouais, non, je passe. Non, si le web 3, oui, il y a l'idée de l'économie des créateurs, qui est une vieille idée qui est très compliquée à mettre en œuvre pour plein de raisons. Il y a tout le temps des intermédiaires qui se créent, même quand on pense qu'ils vont pas se créer. Donc je pense que c'est une tentative de révolution, à voir si elle aboutit. Je dirais ça. Puis il y a un deuxième sujet qui est lié au web 3, mais il y en a qui disent que c'est pas dans le web 3. Nous, c'est notre sujet. C'est tout ce qui est modélisation 3D, qui est un peu lié ou pas. Et métaverse, et là, c'est une nouvelle forme de représentation du monde. C'est une révolution ou pas, en tout cas, c'est un nouveau support qui ouvre beaucoup de nouveaux champs de créativité. Merci. Alain. Je dirais évolution de mon côté et non révolution. Je pense que ça s'inscrit tout à fait dans la lignée, dans l'évolution des nouvelles technologies, de l'art et les nouvelles technologies. Il y a encore beaucoup d'obstacles, on est encore à la préhistoire, mais je pense que ça va ouvrir plusieurs avenues intéressantes à la fois pour les artistes, au point de vue économique et au niveau créatif, pour les diffuseurs comme nous et pour le public, oui. Sébastien. On n'est pas très galant ni... Je ne sais pas si le micro marche, oui. On n'est pas très galant ni élégant, mais bon, je vais répondre quand même. Déjà, merci à tous d'être venus, merci d'être là, merci de l'invitation. Alors moi, je vais peut-être botter un peu en touche, mais c'est peut-être en partie une évolution, mais c'est surtout une métamorphose. Je pense qu'on est ni dans la révolution, en effet, mais c'est une métamorphose un peu à l'image d'un chrysalide, en fait, où on est vraiment dans une étape... et les deux sont liés, c'est-à-dire que c'est difficile de parler du Web 3 sans parler du Web 2, et c'est aussi difficile de parler du Web 3 sans parler de ce que ça va engendrer demain. Donc je pense qu'on est plus dans une métamorphose, et c'est ce qui est excitant pour un artiste, parce que tout est à écrire et tout est à engendrer. Et Rachel. Merci, bonjour, merci Pierre-Yves de m'avoir invité, bonjour à tous. Mais moi je pense que c'est une révolution. Je pense que si on regarde à la fois les difficultés des uns et des autres, les confrontations sur ces sujets et la passion qu'elle crée, je pense que c'est une vraie révolution. C'est effectivement un nouveau support et qui permet aux artistes, mais surtout aux intermédiaires qui sont attachés aux artistes, de créer vraiment une nouvelle ère de l'art, parce que tout va beaucoup plus vite, à mon sens, sur le Web 3 et sur ce nouveau support. Et donc, je pense qu'à cet égard-là, c'est une vraie révolution technologique, en tout cas. Merci Rachel, merci à vous quatre. On va parler de la première matérialisation, on va dire, du Web3 qui historiquement est apparu notamment dans le monde de l'art, c'est les NFT. Les jetons non fongibles. Alors, les NFT ont une histoire déjà assez chaotique, parce qu'entre le crash des crypto-monnaies en 2018, le succès phénoménal de Beeple chez Christie's en 2021. La courte histoire des NFT est déjà une histoire trépidante, qui fera l'objet de plein de films, j'en suis sûr. Et les NFT sont déjà une réalité pour beaucoup d'artistes, mais aussi pour des institutions artistiques bien établies. British Museum a été parmi un des premiers à y croire, suivi par le MoMA de New York et le Centre Pompidou.
Alors on a deux de nos intervenants qui sont particulièrement actifs sur ce territoire des NFT. Je vais commencer par toi, Rachel. La société que tu as cofondée aide justement les artistes et les institutions à faire ce jump dans ce monde des NFT. On va peut-être regarder d'abord la petite vidéo qui montre quelques-uns des projets que vous avez accompagnés et ensuite on reviendra sur certains de ces projets. Voilà un panorama en 1 minute 37 des différentes réalisations de Danae en matière de NFT. Est-ce que tu peux nous, on a vu beaucoup de réalisations, mais est-ce que tu peux nous présenter peut-être deux des réalisations que tu trouves les plus emblématiques de cette nouvelle forme de création artistique qu'est le NFT? Oui, alors on a vu pas mal des projets qu'on a pu réaliser depuis 1 an et demi. Je pense qu'un des premiers projets qu'on a fait, c'est avec l'artiste 13 bis et le fonds photographique Roger Violet, qui est une institution publique. Et donc l'artiste s'est emparé en fait de l'intégralité du fonds photographique qui a été mise à sa disposition pour effectuer des collages, puisqu'elle est une artiste de street art qui est donc spécialisée dans les collages. Elle a effectué des collages numériques, c'est ceux qu'on voyait en noir et blanc avec les petits poissons qui passaient dans l'aquarium. C'était vraiment un projet très intéressant et assez emblématique de ce que nous proposons, c'est-à-dire à la fois la conception, la réalisation et l'accompagnement de l'artiste dans son processus créatif sur un support nouveau. Et évidemment, toute la partie communication qui s'ensuit, c'est-à-dire les vernissages. À la fois, on est très dans l'hybridité, avec un vernissage à la fois physique et un vernissage dans le métaverse, où là, vous voyez aussi la petite soirée dans le métaverse avec les avatars. C'était finalement les mêmes œuvres NFT qui étaient à la fois présentées de manière physique et dans le métaverse au même moment. Et donc ça nous permettait pour le public de faire aussi toute une opération pédagogique d'explication, d'apprentissage et d'éducation sur qu'est-ce qu'un NFT, quel est le lien entre le monde de l'art traditionnel et le monde nouveau du NFT, et ensuite le Web3, c'est-à-dire les communautés et comment on va décliner cette nouvel outil sur les communautés. Donc ça, c'était un des projets qui est assez emblématique de ce qu'on a pu faire. Et le second projet, c'est un projet plus physique, qui est la Statue de l'égalité sur la pointe de l'île Seguin, qui est donc un marché public qui a été remporté par Danae.io il y a 2 ans, et qui correspond en fait à la construction d'une œuvre
créé par Koenawa, un artiste japonais très connu, et qui donc représente la statue de l'égalité. Ce sont en fait des gouttes d'eau inversées mises l'une au-dessus de l'autre en aluminium qui fait 25 mètres de hauteur, et c'est en inox rose. Et à cette statue en fait est attachée une application de réalité augmentée qui va permettre au public, au moment de l'ouverture, elle sera inaugurée le mois prochain, le 28 juin, et donc ensuite elle va permettre au public de venir visiter l'œuvre et surtout de pouvoir profiter en fait de l'application de réalité augmentée à partir de la station de métro jusqu'à l'œuvre, avec un long parcours, oui, avec différentes figures de la scène musicale représentant l'égalité pour arriver jusqu'à la statue, et donc une application de réalité augmentée avec les différentes œuvres de l'artiste en réalité augmentée et qui seront possiblement qui pourront être ramenés en fait avec les visiteurs chez eux sur leur portable. Donc voilà, c'est Et on pourra acquérir un NFT du coup? Alors pas encore, non. Pas sur ce projet. Pas encore, parce que c'est un projet du département des Hauts-de-Seine, ouais. Et effectivement on est vraiment très enclin à l'éducation et à faire nos meilleurs efforts et tout notre possible pour convaincre les institutions. Mais sur les NFT, comme tu pouvais le dire tout à l'heure, le fait que la bulle ait explosé, il y a toujours une réticence. Alors les institutions de toute façon s'inscrivent dans un temps long et n'avaient pas vraiment pris le tournant du NFT avant la bulle spéculatif. Oui. Donc, mais néanmoins, voilà, on n'est pas encore sur un NFT pour le département des Hauts-de-Seine. On est en discussion, mais ça prend du temps et encore une fois, il y a beaucoup d'éducation à faire. On est à la préhistoire, on est vraiment à la préhistoire. Donc on crée le sillon, on essaye. Et est-ce que la volatilité du Bitcoin et son côté extrêmement spéculatif, qui peut apparaître comme extrêmement spéculatif, est une des raisons qui explique pourquoi les institutions, notamment françaises, ont mis autant de temps à venir? Donc là, elle commence à s'y mettre. Je parlais du Centre Pompidou, je pense au musée Granet à Aix aussi, qui a exposé des NFT, qui en a fait rentrer dans sa collection. Est-ce que c'est une des raisons, ou est-ce que c'est, comme tu disais, c'est le temps long aussi qui est nécessaire quand on discute avec les institutions? Il y a plusieurs freins. Il y a le frein du portefeuille électronique que toutes les institutions n'ont pas, et en réalité, comptablement, il faut prévoir, ouvrir, acheter de la crypto-monnaie, etc. C'est pas forcément prévu dans les institutions françaises aujourd'hui. Et ensuite, il y a l'acquisition d'œuvres, mais il y a aussi la possibilité d'utiliser le NFT comme ticket, ce qui est plus admis et plus poussé par le ministère de la Culture aujourd'hui. Mais pour autant, je crois pas que ce soit la volatilité. Évidemment, la volatilité, c'est pas un élément positif. Mais je pense pas que ce soit ce qui freine réellement. Je pense que ce qui freine, c'est l'aspect un peu technique, la difficulté à se projeter. Et puis aussi le fait d'être soit le premier ou parmi les premiers, et de se dire que peut-être en tant qu'institution on fait une erreur. Donc aujourd'hui, effectivement, depuis que le Centre Pompidou a fait l'acquisition de cette collection, ça va être une forme de légitimation. Voilà, ça va être clairement une forme de légitimation. Accélérer le mouvement un petit peu. Exactement. Alors un des projets sur lequel vous avez travaillé chez Danae, on l'a vu dans la bande-annonce, dans le petit film, c'est un projet avec Agoria, avec Sébastien. Et alors Sébastien, je t'ai qualifié de vétéran tout à l'heure. C'est vrai. Mais, pourtant très jeune. Ça fait plus de 20 ans, donc, voire 30. Plus de 20 ans, c'est ça j'ai arrêté de compter, je crois. Bon, et on te connaît moins comme
artiste du coup pluridisciplinaire, hein, et tu es sorti du coup du cadre strict de la musique, hein, même si tu évoluais en tant que DJ, créateur, sound designer, et tu es sorti du cadre de la musique pour aller vers le cadre du visuel, de l'art visuel, et c'est quelque part les NFT en fait qui t'ont fait sortir de ton cadre. Quelque part, oui. Après, j'avais commencé à travailler avec un artiste plutôt plastique qui s'appelle Philippe Pareno. Et donc, j'ai été un peu baigné pendant 5 ans dans la façon dont il travaillait, dont il s'entourait, dans la genèse de ses projets. Moi, je m'occupais plus de la partie son. Et j'avais commencé ensuite à faire quelques expos photos et films. Et puis au moment de la pandémie, comme tout bon DJ et artiste qui fait le tour de la planète chaque week-end, je me suis arrêté. Et tu t'es ennuyé ? Et je me suis un peu ennuyé. Et du coup, ça a été pour moi en fait très salvateur. Parce que j'étais vraiment dans un cheminement qui était infernal à faire 10-15 dates par semaine. Enfin, pas par semaine, mais par mois. Et du coup, je me suis vraiment embrassé. Parce que déjà, j'étais un geek, j'ai acheté mes premières cryptos en 2017. Et donc j'étais déjà pas mal impliqué, je savais un petit peu comment ça fonctionnait. Juste pour savoir un petit peu ce que je vais raconter aujourd'hui, dans la salle, qui a déjà un NFT ? Si vous pouvez lever la main, et qui... Ouais, donc en effet c'est encore le début et ça fait plaisir. Donc déjà, pour ceux qui n'en ont pas, je vais être d'accord avec vous, le NFT c'est un terme qui est insupportable. Enfin, non-fungible token, personne n'a envie d'acheter un non-fungible token. Non, c'est clair. On préfère acheter une œuvre, une photo, un film, mais c'est vrai que ça donne pas très envie. Un peu comme AI d'ailleurs, c'est un mot qui je déteste, intelligence artificielle. On n'a pas envie d'acheter quelque chose d'artificiel et quand même on s'en sert tous de plus en plus et je pense que la révolution en dehors de la blockchain et des NFT, je pense qu'on y reviendra dans cette conférence, c'est évidemment ce qui tourne autour de tout ce qui est AI. Moi j'utilise beaucoup pour mes œuvres donc moi je préfère parler d'intelligence algorithmique ou même plus que d'intelligence augmentée. Je trouve qu'intelligence algorithmique on est plus dans la vérité. Et donc j'utilise beaucoup en fait des modèles qu'on a entraînés sur des photos par exemple que j'ai faites pendant mes tournées, pendant 1 an de tournée. Chaque fois dans toutes les villes où j'allais, j'ai commencé à faire des photos de ma tête arrachée sur les murs. Parce qu'en fait chaque fois que j'allais jouer dans une ville, forcément il y avait la propagande du show ou du festival pour lequel je jouais et je prenais un malin plaisir à arracher ces affiches et regarder ce qu'il y avait derrière. Et il y avait des vestiges incroyables, des remnants, comment on dit en anglais, des petites particules qui restaient sur le mur. Et j'ai trouvé un bonheur incroyable, j'ai fait énormément de photos. Et d'ailleurs j'ai rencontré Jacques Villeglé, qui était un affichiste extraordinaire, qui malheureusement nous a quittés il y a 1 an. Et Jacques Villeglé m'a dit mais c'est incroyable parce qu'en fait tu vas au-delà de ce que nous on avait fait avec Raymond et à l'époque quand il prenait les affiches dans les rues et qu'ils en faisaient des œuvres. Donc petit aparté à part. Et donc voilà, j'ai entraîné ces intelligences algorithmiques sur beaucoup de matériel que je donne, parce qu'en fait on parle beaucoup aussi de l'utilisation de l'intelligence telle que celle-ci, et on se dit mais c'est plus de l'art, c'est facile de faire une œuvre. Alors certes c'est facile, de la même façon que pour faire un morceau de musique aujourd'hui c'est également très facile. Il y a énormément de logiciels qui te permettent de faire un morceau de musique avec des loops en 2 secondes. Par contre, plus c'est facile et au final plus c'est très compliqué de faire quelque chose qui soit complètement intègre, qui nous représente nous, notre vision. Et donc j'ai vu quelqu'un qui postait quelque chose cette semaine sur les réseaux qui disait bon, de toute façon on a encore de beaux jours devant nous parce que le jour où des agences vont demander à des IA de faire des œuvres créatives, on va rigoler. Et donc je pense vraiment que les artistes ont encore plus, je pense, intérêt à s'intéresser et à s'embarquer là-dedans, parce qu'en fait évidemment que nos parcours personnels vont faire qu'on va utiliser ces outils-là comme étant une source de création incroyable. Et donc tout ça pour dire quoi ? Que voilà, j'ai embrassé la technologie, j'ai embrassé la blockchain, j'ai embrassé les NFT, j'ai fait beaucoup de collections. Je vous invite, si vous voulez vous-même essayer à intégrer des blockchains qui ne coûtent pas d'argent, parce qu'on parle beaucoup d'argent dans ce milieu, et finalement l'argent, moi je trouve que c'est réellement anecdotique. C'est-à-dire que si on parle de blockchain comme Tezos ou Polygon, ça va vous coûter 5 cents pour montrer votre œuvre. Ça va être très facile de vous embarquer dedans, enfin très facile, assez facile. Et puis vous allez vous rendre compte qu'il y a une communauté extraordinaire. À partir du moment où vous présentez une œuvre, vous allez vous retrouver avec plein de messages d'artistes, de collectionneurs qui vont vous écrire, qui vont vouloir vous connaître,
et qui vont vouloir vous aider à vous développer. Quand on parle du Web 3, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on parle de circularité. On emploie beaucoup le mot décentralisation, mais on ne sait pas trop ce que ça veut raconter. Alors que je trouve que le mot circulaire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une économie qui se passe d'une main à l'autre. Et à l'inverse d'un schéma de Ponzi qui est pyramidal et qui tombe, cette circularité, en fait, elle est très vertueuse. Moi, je l'expérimente au quotidien. Là, j'ai par exemple une collection sur OpenSea qui s'appelle Compend, et en fait à tous les collectionneurs, enfin en tout cas les plus gros collectionneurs qui me soutiennent depuis 2 ans, j'ai décidé d'attribuer les royautés de mon prochain morceau, c'est-à-dire que 100% de mon prochain single qui va sortir et qui va être sur Spotify, sur Deezer, sur Apple, va retourner à tous ces collectionneurs. Et je peux le faire aussi parce que je suis moi-même producteur, j'ai un label et que le distributeur a décidé de me suivre, puis que j'ai trouvé une plateforme qui s'appelle Bolero qui va aussi développer cette technologie pour le rendre possible. Mais c'est vraiment la beauté de ce système, c'est qu'en tant qu'artiste, on peut inventer des mécanismes, on peut inventer des façons de justement de faire que l'artiste et le collectionneur, ou que l'artiste et son auditoire soient au même niveau. Pour moi, c'est aussi très important. Quelque chose de très positif que les intelligences artificielles vont amener, parce qu'on parle beaucoup plus de la négativité, et je le comprends, ça fait peur, on en parlera sans doute aussi. Mais le côté très positif, c'est que le côté égotique, très autocentré de l'artiste, vertical, du génie absolu. Alors certes, évidemment, il y a des gestes qui sont fulgurants, mais c'est la façon dont on en parle aussi qui rend ce côté-là. Donc je vais peut-être arrêter parce que tu voulais qu'on fasse des réponses courtes. Mais... on va peut-être diffuser la deuxième vidéo, qui est un des contenus, une des créations NFT d'Agoria. Une création qui a été présentée à New York, je crois. Ouais, pour le festival Refraction. Donc en fait, moi, ma grande passion, c'est de rencontrer des gens avec mon art et ma musique. Donc ma musique, c'est quand je suis en train de participer, de créer des sets avec le public. Et là, ce que j'adore, moi, c'est que je rencontre beaucoup de chercheurs, notamment. J'adore en fait questionner toute cette partie justement très technologique, très algorithmique, avec des chercheurs qui eux travaillent dans le vivant, qui défendent les systèmes complexes. Parce que le vivant, malgré tout, ça reste le système le plus complexe qui existe et le système sans doute le plus intelligent, quoi qu'on en dise. Donc j'adore travailler avec des biologistes et des biophysiciens et de reprendre leurs travaux, de les mélanger avec nos codes et de voir ce qu'il en sort. Donc ça, c'est une œuvre qui justement mélange ces deux approches. Alors c'est intéressant parce que dans vos deux approches, tu viens de le dire à l'instant, vous parlez beaucoup moins d'argent qu'on a coutume d'entendre quand on parle de NFT. Mais aussi parce que l'argent, en fait, c'était des collectibles, c'était des gens qui voulaient spéculer. Oui, et ceux-là ne sont plus là. Donc ceux qui restent, c'est la sève, c'est magique. C'est la création, c'est la créativité. Et c'est, je trouve, l'approche qui est la plus intéressante. C'est de sortir de cette vision effectivement très financière, très spéculative, et de voir que grâce au NFT, je disais tout à l'heure que tu étais sorti de ton cadre, pas seulement grâce avec le NFT, mais le NFT a peut-être accéléré, et t'a permis de créer cette nouvelle communauté, de créer une nouvelle forme de création artistique, d'expression artistique. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une idée que le NFT permet aussi beaucoup plus de multidisciplinarité ou de pluridisciplinarité? Tu parlais du biologiste. Et tout à l'heure, tu as donné l'exemple du patrimoine photo qui est réinterprété par un artiste contemporain. Donc le NFT permet cette pluridisciplinarité et d'ouvrir le champ de la création. Oui, on a souvent l'habitude de catégoriser les artistes, même dans un seul genre. Par exemple, si tu fais DJ, tu vas faire de la techno, tu vas faire de la house, tu vas faire de l'électro, tout est très niché. Et pour reprendre ce que tu dis, donc là, en effet, c'est quelque chose qui permet de s'abolir des frontières, d'avoir un territoire qui soit plus vaste. Mais par rapport aux chercheurs, justement, je pense que, sans parler de moi et de l'art en général, mais même pour la recherche, c'est un système de fonctionnement qui peut être très intéressant. C'est-à-dire que la recherche quand même a besoin de valider beaucoup d'axiomes avant d'être une publication scientifique.
Donc évidemment, les NFT authentifieraient un travail sans que ça devienne une publication scientifique, parce que c'est pas parce qu'on blockchainise que ça a une quelconque valeur scientifique, mais par contre ça peut être des points de repère pour la recherche, et ça permet aussi, je pense, parfois d'aider les chercheurs, parce qu'ils sont comme dans des laboratoires à réfléchir vraiment parfois très autocentrés, justement à avoir des gens peut-être un peu partout dans le monde qui vont pouvoir échanger sur telle et telle recherche, parce que le fait de le montrer participe à cette évolution. Oui, ça abolit les frontières, et finalement c'est cette forme de convergence que permet la technologie, et effectivement une fois que cette bulle a explosé, on se retrouve, et c'est vrai que Agoria, aujourd'hui nous on présente Agoria dans l'exposition qu'on a faite au Royal Monceau, qui était une exposition d'art digital, Agoria était encore présent, et on avait commencé il y a déjà plus d'un mois, et voilà, on se retrouve parce que finalement après l'explosion et la spéculation et le côté mercantile prédominant, il reste la vraie création. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est très intéressant ce qu'on vit, je crois. Alors on va passer au métaverse, mais avant de passer au métaverse, je voulais demander à nos deux amis présents avec nous aujourd'hui et qui vont pouvoir nous parler plus de métaverse, s'ils avaient des velléités de faire des choses en NFT. Thomas et Alain. Oui, nous en fait on utilise la technologie pour l'authentification, de la certification de l'IP en fait. Donc quand on crée quelque chose, c'est authentifié sur la blockchain, et aussi quand on peut régler tous les accès, avoir des niveaux d'accès qui sont gérés par ça permet que ça soit évolutif, et puis effectivement après d'avoir une redistribution circulaire des revenus avec des règles qu'on peut définir et dont on peut discuter dans le temps. Donc plus outils techniques d'authentification, de sécurisation, protection des droits et de rémunération que de vente au public. En fait, un ticket, c'est une vente au public. Et ça peut devenir un objet. Donc à partir de là, après, on peut tirer là. Il y a aussi des vrais projets artistiques, c'est-à-dire que nous, le projet de Judy Chicago, avec une plateforme américaine qui s'appelle Deminty, va potentiellement atterrir sur Mera dans un second temps. Donc oui, pour les artistes aussi, justement, c'est vraiment circulaire, et ça circule bien. Alain ? Lorsque vous allez voir le musée virtuel, le Electra Virtual Museum, le EVM, oui, nous avions ce projet. Il y avait déjà un artiste qui présentait ses pièces, qui les vendait en NFT. Mais le temps de construire tout ça, bien, il y a eu le crash, et puis donc ce n'est que partie remise. Mais bien sûr, c'était un bon véhicule pour, au point de vue économique, là, à la fois pour les artistes, pour nous et tout ça. Donc, à venir. Alors avant de vraiment ouvrir le sujet métavers, j'avais juste une dernière question à poser à Agoria. On a vu donc le Centre Pompidou enrichir sa collection avec des créations NFT. Il y a Refik Anadol qui présente son œuvre en intelligence algorithmique in situ à partir de la collection du MoMA. Est-ce que tu rêverais de faire quelque chose avec une institution culturelle, muséale française dans ce domaine-là? Peut-être que 2024 va nous le dire. Après, par rapport à ça, justement, je suis très aussi... je me sens très petit, c'est-à-dire que quand on va dans un musée, c'est quand même une trace de la mémoire des centaines et parfois même plus d'années. Donc, et c'est des trésors qu'il y a dans ces musées. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre le temps. En effet, ce que disait Rachel, c'est que ça va très vite. Et parfois, je pense qu'il y a beaucoup d'envie, et c'est super, mais il faut aussi qu'on digère, nous, et qu'on présente quelque chose qui fasse sens, et que ce soit pas juste pour dire de l'avoir fait. Donc, on fait s'intégrer dans des parcours, notamment dans des musées ou dans des institutions qui ont déjà leur narration. Je pense qu'arriver justement avec des écrans, moi je trouve ça parfois un peu limité. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on présente des œuvres autrement qu'à travers des écrans, et comment est-ce qu'on crée une œuvre qui soit elle-même, de par sa plasticité, intéressante. Poser l'expérience. Ouais. Donc on attend 2024 heures. On surveille.
Alors passons au métaverse. C'est après le NFT, on peut dire que c'est l'autre nouvelle frontière de l'art, hein, dans cette dimension Web 3.0 qui est un peu difficile à définir. Des projets ont déjà vu le jour en matière de métaverse artistique. D'autres sont dans les tuyaux, comme on dit. Alors l'un des premiers projets qui a vu le jour, c'est celui justement d'Electra, puisque vous l'avez lancé en 2022, l'Electra Virtual Museum. On va peut-être regarder le début du trailer, et comme ça tu vas pouvoir nous expliquer en quoi cela consiste. The Electra Virtual Museum, EVM, offers you EVM exhibitions already offered by Electra. The Electra Virtual Museum is a unique virtual space that reinvents itself through innovative annual exhibitions. The EVM goes far beyond the traditional definition of a museum, as it is accessible everywhere by everyone. By building this museum, Electra aims to share its 20 years of expertise in the field of media arts and offer visitors a unique experience. Its vocation is to encourage and promote research and contemporary creation, to support artists from here and elsewhere, as well as to democratize access to digital arts. We created a website which envelops the EVM experience. Here you will find information about the exhibition, artists and artworks showcased in the museum. Discover works of art that exist in the real world, specially modeled and adapted for display in this 3D museum space. An unusual art. Alors on voulait vous montrer les premières images de la bande-annonce avec le guide virtuel, mais ça sera plus facile en t'écoutant, Alain. Donc est-ce que tu peux nous dire concrètement qu'est-ce qu'on trouve sur cette plateforme? Donc évidemment, le projet est né avec la pandémie. Dès le départ, j'ai une très bonne amie qui était directrice artistique au Hyundai Art Lab à Séoul. Donc, ils voulaient monter une expo au Hyundai Motor Studio dans Gangnam. Donc, on a créé une expo physique là, pour leur lieu d'exposition, un mélange d'artistes québécois et d'artistes coréens. Évidemment, les œuvres physiques provenaient d'artistes de Corée. Et nous, on envoyait par Internet les fichiers vidéo ou les fichiers tout court pour les pièces interactives. Et on a fait 2 expos comme ça, et la commande comportait aussi la création d'une version virtuelle de cette expo-là. Donc, on a travaillé avec l'engin Unity, donc WebGL, donc évidemment avec le furteur, le browser Chrome. Donc, pour faciliter justement l'accès, donc on pouvait se promener dans l'espace d'exposition, voir les pièces et tout ça. Il y avait quand même des limites. On pouvait que présenter des boucles de 15-20 secondes de vidéo. Au niveau des œuvres physiques aussi, au niveau de la modélisation, c'était un peu plus limité. On a fait aussi une expo chez Arsenal Art Contemporain où on présente la Biennale d'art numérique à Montréal. Et puis, on devait ouvrir une expo transitoire le 1er octobre 2020. 3 jours avant, on referme tout, mais on l'a quand même recréé virtuellement et aussi avec le même moteur, là, Unity, WebGL et tout ça. Après tout ça, donc... c'est quand même assez étonnant les résultats qu'on a obtenus au niveau qualité visuelle. Donc, pour aller au-delà des limites, donc on s'est tourné vers le moteur de jeu Unreal de Epic pour arriver à une plus grande qualité visuelle, plus grande qualité sonore, faire en sorte aussi de pouvoir créer une architecture originale, donc non plus une recréation d'espaces qui existent. Et présenter des œuvres dans leur intégralité. Donc, les œuvres vidéo, si elles durent 12 minutes, elles étaient là 12 minutes. Et puis, aussi des œuvres physiques en photogrammétrie. Dans la première expo, le premier pavillon aussi, on a travaillé avec des artistes qui faisaient partie avec lesquels on avait déjà travaillé, comme Rifik Anadol, Justine Aymar ici, Lou Yang de Shanghai et tout ça.
par la suite, donc, on a ouvert, donc c'est un complexe muséal de 3 pavillons. On a ouvert le 2e pavillon. Dans ce cas-ci, Hyundai s'est intégré au projet, donc avec leur fameux projet biennal qui s'appelle le VH Award, donc qui récompense des œuvres vidéo d'artistes asiatiques, plus notamment un artiste québécois, Oli Sorensen, qu'on présente d'ailleurs ici, qui lui-même avait des œuvres en NFT. Donc, on en a exposé une dizaine. Donc, le plan, c'était, dans ce cas-là, je devrais revenir peut-être plus au niveau technique, parce que le musée, il fallait le télécharger, parce que comme on voulait obtenir une qualité visuelle, donc il fallait le télécharger. Et puis, dans sa première version, donc la connexion vers l'Internet n'était pas là. Donc, ça faisait partie des plans pour faire en sorte qu'on voit le NFT de l'artiste et puis, bing, on se connecte et puis voilà, on fait l'achat. Donc, cet aspect-là du projet ne s'est pas fait. Dans les prochaines... donc, on travaille à développer, à terminer le musée, à rajouter l'aspect social aussi. Donc, parce que un des gros problèmes aussi avec ce type d'engin de jeu-là, et puis avec cette qualité visuelle-là qui se rapproche des jeux vidéo qui coûtent des millions de dollars à faire, à construire. Donc, nous travaillons sur l'aspect social pour pouvoir rajouter l'aspect multijoueur, multivisiteur. Circulaire. Oui, c'est ça. Donc, créer... mais aussi, on travaille aussi sur pour en faire en sorte aussi, subséquemment, travailler avec la VR pour en faire une expérience plutôt VR localisée dans un lieu. Donc, ne pas avoir à déambuler dans le musée avec des manettes, mais vraiment marcher dans un espace pour visiter toutes les œuvres. Donc, par rapport à tout ça, c'est sûr qu'il va falloir aussi qu'un complexe muséal comme ça puisse être entouré de vie, que ce soit un milieu vivant. Donc, je pense qu'on est encore dans les balbutiements, mais on est dans la bonne direction. Est-ce que vous enrichissez en contenu toujours, c'est par ça. Saison ou par exposition? On fait un contrat très standard avec les artistes, donc l'expo dure de telle date à telle date, et puis on s'est concentré beaucoup, par exemple, sur des pièces vidéo, sur des pièces qui ont été physiques, donc de la photogrammétrie, donc une pièce robotique qui a été reproduite en 3D. On a reproduit des œuvres physiques, on les a modélisées, mais on a commencé aussi à les mélanger avec des vraies œuvres 3D créées par des artistes qui font de la 3D. Ça fait partie... donc, on a fait ça aussi. Et puis, donc, c'est un mélange de reproduction du réel et... d'œuvres numériques. C'est ça. Donc... je reviendrai vers toi après avoir présenté les autres projets. On a évoqué tout à l'heure la manière dont les institutions artistiques pouvaient embarquer dans les NFT. Le projet qu'on va maintenant présenter, c'est un projet qui embarque les institutions culturelles, les lieux culturels en général, les monuments, dans le Web 3. C'est donc on va parler de la plateforme Mira que j'ai présentée lorsque j'ai présenté les intervenants. Est-ce que Thomas, tu peux nous dire un petit peu comment est née l'idée de fédérer comme ça les lieux culturels grâce au métaverse? En fait, on n'est pas vraiment, on n'est pas une plateforme de lieux culturels. Précise. Corrige. Mira, ça veut dire émerveillement. Ça a été créé en 2016-2017 et on s'est posé exactement les mêmes problèmes qu'Electra. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour aller voir un lieu, vivre une expérience en bonne qualité à plusieurs? Et surtout pour donner la possibilité à des créateurs qui n'ont pas forcément toute la technologie pour pouvoir publier de manière très simple ce qu'ils ont produit soit en 3D, soit en réel, on fait de la photogrammétrie, on l'importe. Et donc on a cette plateforme-là qui permet de faire exactement ce que vous avez décrit. Donc on a choisi Unreal,
mais c'était en 2016, et on a développé le multi-utilisateur, toutes les features qui vont au-dessus, multi-utilisateur avec la voix, je pense qu'on est les seuls à avoir ça, en pixel streaming, c'est-à-dire sur téléphone portable et en VR en même temps. Voilà, donc c'est ça qu'on fait. Et après, évidemment, à qui on s'adresse? Aux artistes, aux lieux culturels, aux marques, ce qu'on appelle les marques premium, c'est-à-dire que ça va être le luxe. Et tout ça, en fait, il y a beaucoup de points communs dans ces différents univers, dont on travaille avec tous. Les artistes font évidemment des collabs avec des marques premium. Les lieux, Chanel qui va travailler avec le Grand Palais, évidemment, Hermès, etc. Donc c'est un peu ça notre univers. Pourquoi? Parce qu'à un moment, si les univers virtuels sont limités en qualité, eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas montrer ou on est bloqué. Voilà. Donc c'est ça qu'on cherche qu'on va chercher, qu'on fait. Et donc on travaille avec des créateurs, on est très très content quand on publie des créateurs. Là, il y a des gens, par exemple, un collectif, c'est pour ça que je dis c'est pas forcément de l'art ou du patrimoine. Il y a un collectif, c'est 30 personnes qui travaillent depuis 6 ans pour reconstruire le Titanic en 3D. Mais pas le reconstruire un peu, quoi. Reconstruire en vrai, avec tous les détails. On a regardé le truc, c'est magnifique, vous pouvez le télécharger sur Steam, mais en fait, c'est une expérience qui est pas en VR et mono-utilisateur. Bon, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, on vous prend quoi? On vous prend à bord, après on le fera couler, mais pour l'instant, on vous met dedans. Et on va rentrer tous ensemble dans le Titanic. Ça va être sympa. Voilà, et des projets comme ça, on a plein. On a des gens quelqu'un s'appelle Félix Dodd qui fait en 3D des insectes géants mais magnifiques avec toutes les couleurs et tout, donc pareil on peut les mettre, les animer, des sculptures réelles qu'on va importer dedans. On a fait, et ça c'était il y a longtemps, c'était avec le Guggenheim et Anish Kapoor qui avait dessiné une œuvre pour le Guggenheim qui est un tourbillon rouge qui monte au sein du Guggenheim. Ça c'est un peu la marque de fabrique de Garou et de Mira, parce que c'était le début, qui a jamais été réalisé parce que ça aurait foutu de la poussière rouge partout dans le Guggenheim tout blanc, ça marchait pas. Et là, et voilà, on appuie sur un bouton, on le voit, on est au milieu de... Et donc on sait très bien, et c'est pour ça que je dis que c'est un nouveau territoire de créativité, que voilà, on a une idée tous les jours, on en réalise pas une tous les jours malheureusement. Par exemple, on a travaillé avec Judith Darmon, qui est une artiste qui fait du vidéo mapping et qui fait de la vidéo dans la ville. Bon, c'est pas toujours simple de pouvoir mettre ces vidéos sur la place de la Concorde, il faut 2-3 autorisations. Nous, on peut le faire, et donc en 5 jours, on a pris des vidéos qu'elle avait fait et on les a mis dans Penn Station, qui est une vieille gare qui a été détruite et reconstruite. Il se trouve qu'on avait travaillé sur ce modèle-là, et donc on peut aller se promener dans le Penn Station de 1920 avec les vidéos de Judith Darmon. Et on est ravis de faire ça, et on pense que ça va grandir que dans ce sens-là. Alors chacun a droit à une petite vidéo. Alors du coup, la vidéo qu'on a choisie, elle est pas représentative du coup de l'ensemble de votre offre. Hein. Non, en fait, elle est juste un peu intéressante parce que c'était avec le Centre des Monuments Nationaux. Quand on est allé les voir, c'était il y a 1 an et demi. On a rencontré les responsables du numérique qui voient des gens qui passent tous les jours en réalité virtuelle et qui nous ont dit bon les gars. Ça va, encore un truc qui va nous donner mal au cœur et puis ça va pas marcher. Ils sont rentrés dedans, ils ont dit ah ouais quand même, qu'est-ce que vous voulez faire? On a discuté, ils nous ont donné un projet qu'on est en train de faire qui est Hazel Rideau, et moi j'avais quand même très envie de montrer qu'on pouvait faire quelque chose que personne ne peut faire, et donc on leur a dit on va faire la Sainte-Chapelle, parce que dans la Sainte-Chapelle quand on rentre dedans, les vitraux ils sont à 5-6 mètres et on peut pas aller les voir. On va regarder la vidéo. Et donc il y avait une question de médiation, comment est-ce qu'on fait pour voler et aller se rapprocher des vitraux.
Donc là, c'est une vidéo, mais l'idée, c'est... Non, ça c'est une vidéo, mais c'est filmé dans... En fait, c'est filmé dans le moteur Unreal, il n'y a pas de retouche. Donc quand vous mettez quand vous allez dedans, c'est ça que vous le voyez à plusieurs, vous pouvez voler, et on peut dire à des artistes, et ça on discutait avec le CMN, qu'est-ce qu'on fait dedans, quoi. Si on veut mettre du brouillard, on met du brouillard, si on veut faire un concert, on fait un concert, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui comment dire, le métaverse apparaît encore très théorique pour le public, et on en revient toujours à la notion d'expérience. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que le métaverse passe de la théorie à la pratique, devienne une réalité? Donc vous, le travail que vous faites, au-delà de la créativité, c'est aussi l'expérience que le visiteur va pouvoir faire dans ces lieux, ou avec ses créateurs, ou avec ses créations, ou avec la science, quand tu évoquais les insectes. Cette notion d'expérience est super importante. Oui, alors après, il y a le mode d'accès, et puis il y a plein de confusion, donc on essaye de clarifier tout ça. Évidemment, quand on est en casque de réalité virtuelle, c'est contraignant, les gens ne sont pas équipés. Ça va venir ou pas, mais on pense que ça va venir, et que ça va venir d'autant plus qu'il y a du contenu qui se crée, donc c'est un peu l'œuf et la poule. C'est pas des choses qui sont addictives, donc tout le côté on va passer notre vie dans le métaverse, c'est pas un vrai sujet, parce qu'en fait c'est comme aller au cinéma, on est concentré, donc on passe 1 heure, on est content avec des amis, mais on va pas y passer 10 heures, en tout cas pas du tout de suite. Donc ça, on n'est pas inquiet. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est le faire en location based. Par exemple, là, on est en location based, c'est-à-dire sur place, dans des lieux, pour les gens qui ne sont pas équipés. On est en train de voir avec la Tour Eiffel pour faire un vol au-dessus de la Tour Eiffel. En étant à la Tour Eiffel, vous allez visiter la Tour Eiffel, vous mettez un casque et vous allez voler. Mais c'est un vol que vous pilotez, hein, vous pouvez vous perdre dans Paris si vous ne faites pas attention. Donc il y a ce mode-là. Et donc là, on est immersif, on est dans l'émotion. On est aussi dans la collaboration, on peut être dans la médiation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un guide qui vous emmène. Et puis après, il y a la question du volume. Comment on fait pour qu'il y ait quand même beaucoup de monde qui puisse voir ça? Et nous, on dessine souvent une pyramide, c'est-à-dire qu'au début, il y a la réalité virtuelle au-dessus, et puis après, on va descendre sur ce qu'on appelle, le pixel streaming, parce que c'est Unreal, c'est technique, mais on accède sur téléphone portable et sur ordinateur, on est en mode jeu vidéo, on perd la notion d'immersion, on peut quand même voir des belles choses, mais évidemment, c'est pas la même sensation. Mais on a un accès universel. Mais on a un accès universel, et on peut se parler, et donc il peut y avoir encore pas mal de gens, quoi. On peut discuter, et il peut y avoir un guide aussi. Et ensuite, on peut décliner en vidéo aussi. Et ça, c'est pas nul du tout. C'est-à-dire ce que vous avez vu là, c'est très piloté, mais ça veut dire que si on crée des choses qui ne pourraient pas être possibles, on va créer de l'image. On va créer Anish Kapoor, le tourbillon dans le Guggenheim, ça devient quelque chose qui est une image, même si elle n'a jamais existé. Et ça, c'est très, très grand public. Et donc même quand on fait de l'événementiel, un événement, on va avoir toute cette série de gens qui peuvent y accéder. Alors on va passer à un troisième exemple d'univers métaverse, celui qui est imaginé par Agoria actuellement. Tu vas ouvrir du coup ton, comment on dit déjà, comment on appelle ça, son terrain. En bon français. On regarde peut-être la petite vidéo, et après tu nous expliques ce qu'on va pouvoir faire dans ton terrain, sur ton terrain. One Life, Two Bodies. Alors tu ouvres quand? Alors je pense que ça va être pour la saison 4 de Sandbox, qui arriverait, si j'ai bien compris, à la fin de l'été. Ok, bientôt. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ton monde? D'ailleurs, je trouve que là, vos deux univers sont fabuleux. Je trouve que ce qu'on a vu est vraiment très très beau. Et puis ça me touche parce que premièrement, mon père est architecte et j'ai vécu toute ma vie dans la maison des Barbapapa avec ces chaloupes un peu.
Et d'autre part, je vous le dis en exclusivité, ma mère était dans les ordres, donc là quand j'ai vu la chapelle, c'était magnifique. Je reviendrai pas sur mes histoires familiales en dehors de ça. Donc moi j'ai décidé de l'appeler One Life, Two Bodies, parce qu'en fait, je pense que tout le monde en a déjà conscience, mais on a déjà 2 identités de corps, un physique et un digital. Je pense que le métaverse, il faut le voir comme étant aussi partie de notre monde physique. Comme tu le disais, en fait, le cinéma fait partie du monde physique. La littérature fait partie du monde physique. Quand on lit un livre, on pourrait imaginer que personne ne va nous dire tu es dans le virtuel quand tu parles d'un livre ou quand tu le lis. De la même façon. Et de la même façon, quand on est dans le métaverse, on est dans le réel. On n'est pas dans le virtuel. Je pense que c'est important parce qu'il y a toujours ce décalage que moi je vis partout. On me dit toujours mais c'est virtuel, ça n'existe pas. Si tu le vis, ça existe. En tout cas pour toi-même, ça a une existence. Elle est juste pas physique comme on l'entend au premier abord. Mais elle est réelle. Elle est totalement réelle. Enfin, ça dépend ce qu'on a pris comme substance. Donc justement, je pense qu'en fait les métavers aussi, ce qui est intéressant, c'est de vivre des choses qu'on ne peut pas vivre dans le monde réel, sinon ça n'a pas de sens de reproduire le monde réel comme on l'entend réel. J'essaie de le dire de façon simple. Dans le métavers, ça va être très difficile de voler autour de la Tour Eiffel, très très difficile dans le monde physique. Par chance, on va pouvoir le faire. Je pense que c'est hyper important de le voir comme ça, et donc ce que moi je vais faire dans le métavers va aussi aller dans ce sens-là. Mais ça va être beaucoup plus un hub pour ma communauté qui est très très grande aujourd'hui, entre guillemets très grande. C'est mon ego qui parle. Mais où en fait on va pouvoir assister à des conférences justement de mes amis chercheurs, de mes amis du CNRS, les biophysiciens qui vont venir ici. Peut-être que dans les 15 minutes suivantes, je vais moi faire un set et je vais faire aussi des drops d'artistes que j'aime. Enfin, ça va être un lieu convivial parce que il y a une chose, et je pense que c'est un enjeu pour tous ceux qui construisent des métavers aujourd'hui, c'est que comment inciter les gens à revenir. Parce qu'une fois qu'on l'a vu, comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens reviennent fréquemment, ils restent, ne soient pas en train de courir, ne soient pas en train d'aller très vite. Je pense que c'est la programmation dans un lieu. C'est une programmation. Il faut qu'il y ait une programmation. Ouais. Donc je pense que, en tout cas moi je le vis comme ça, celui-ci. Parce que je pense aussi qu'il n'y a pas d'exclusivité, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup d'expériences. C'est aussi ça la beauté du Web3, c'est qu'on peut inventer des choses un peu partout. Rachel, est-ce que tu as un petit peu évoqué tout à l'heure la notion de métaverse dans ce que vous faites au niveau de Danae? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez développer? Nous, on a aussi des landes dans des centrales landes et spatiales. Nous, on le vit plutôt comme une forme d'éducation aujourd'hui pour mettre un pied à l'étrier aux collectionneurs d'art contemporain qui ont une vue tout à fait théorique de ce qu'est le métaverse, ouais. et très partielle de ce que peut être le métaverse. Donc du coup, dès qu'on peut, on essaie d'introduire ce côté en fait expérience réelle dans un métaverse pour bien comprendre que c'est à nouveau un support différent, mais que l'expérience est réelle en effet. Et bien sûr, nous, après la déclinaison de nos projets, ils peuvent être dans un second temps. Tu peux être aussi hébergé ou diffusé sur Mira ou sur. Sur un projet comme celui avec Judy Chicago, où là, le projet artistique, c'est des interviews de femmes partout dans le monde sur le sujet What if women rule the world, de femmes et d'hommes, pardon. Excusez-moi, de personnes sur ce sujet. Elle va faire une œuvre à la base de toutes ces interviews. Donc effectivement, un degré supplémentaire, c'est le présenter dans un métaverse. Alors voilà, c'est une proposition, on ne sait pas si ça va se faire, si ça ne va pas se faire, mais c'est logique et c'est cohérent de le proposer de cette manière. Ouais. Parce qu'il y a une vraie logique à poursuivre l'expérience à la fois artistique et à plus grande échelle en fait. Parce que finalement, l'art digital, il reste
assez personnel. Dans l'interaction, il y a la communauté, mais elle se vit pas. Dans le métaverse, la communauté se vit vraiment. Donc pour nous, c'est une suite totalement logique. J'ai tellement hâte en fait de faire une date avec ma femme en lui disant prends tes ailes volantes, ton wingsuit et pointe-toi au-dessus de la tour Eiffel, on se trouve à 18h. tu réserves pour la première. C'est fabuleux, c'est fabuleux. On va prendre des questions dans la salle. J'avais juste, avant de prendre les questions dans la salle, vous poser une question à vous, une question collective, pardon. Et tu as un peu évoqué le sujet. Il y a une chose qui m'étonne, enfin, qui me surprend, c'est que le Web 3, qui se veut un objet extrêmement virtuel, en fait, vit beaucoup de sa relation au réel. Et au fur et à mesure de vos prises de parole, tu as parlé de l'exposition NFT qui a fait l'objet d'une exposition réelle, tu as parlé de la manière dont Mira pourrait être un outil de médiation in situ, tu as évoqué à l'instant la relation entre virtuel et réel. Et du côté d'Electra, des expositions sont devenues une exposition virtuelle, et les expositions virtuelles ont été présentées dans des lieux physiques. Et est-ce que du coup, c'est pas justement la preuve ou la manifestation de cette notion d'hybridation des activités culturelles? On parle même de digitalisation, ce qu'on dit du commerce, on le dit aussi pour l'art. Est-ce que du coup c'est pas ça le Web 3, cette forme d'hybridation et de confusion ou de fusion, de convergence entre le réel et le virtuel? Peut-être que je commence et puis on fait le petit tour. Et on l'a tous dit, on est vraiment qu'au début. Donc là pour l'instant ça reste un petit peu comme ça, mais je pense qu'on va aussi se rendre compte qu'on voit pas grand chose avec nos yeux dans la vie réelle. C'est-à-dire que tout le monde pense que ce qu'il voit c'est la vérité, et on le sait quand même globalement que c'est pas vraiment le cas. Donc je pense qu'on va aussi avoir aussi des grandes surprises, même sensorielles. Je crois beaucoup aux expériences de conscience modifiée qu'on pourra aussi créer dans ce genre d'espace, qui serait beaucoup plus compliqué à faire ici dans le monde réel, physique. Donc voilà, je pense que ça va être un lieu d'expérimentation en tout cas, où on va de façon sensorielle avoir des expérimentations qui vont dépasser ce qu'on pourrait en attendre aujourd'hui. En fait, ce que j'avais dit au début, c'est que c'est un nouveau support. Et en fait, est-ce qu'une peinture est réelle ou virtuelle? C'est une représentation du monde. Est-ce qu'une écriture, est-ce qu'un roman est réel ou virtuel? C'est une représentation du monde. Est-ce que le cinéma ou une photo, c'est réel ou virtuel? C'est une représentation du monde. Et là, c'est juste une autre représentation du monde, avec une autre d'autres formes de créativité, comme la sculpture. Est-ce qu'une sculpture est réelle ou virtuelle? C'est très bizarre comme question, en fait. C'est juste que, en fait, le mot virtuel, quand je fais un dessin, c'est virtuel. C'est très bizarre. Et alors pourquoi est-ce qu'on dit virtuel? C'est parce qu'on est dedans, mais quand on est au cinéma, on est complètement embarqué dedans aussi, même si on n'a pas d'interaction. En fait, la grosse différence, c'est peut-être l'interactivité avec les supports qu'on connaît. Mais encore, il y a des livres dont vous êtes le héros, ça existe. Hein. Donc, c'est plus ça à questionner. Je pense c'est un outil en fait, c'est un outil nouveau et effectivement la porosité aujourd'hui des frontières entre les différentes formes d'art, les différentes formes d'expression, les différentes formes de création se cristallise vraiment autour de cette proposition d'un nouvel outil, je crois. Et c'est ça la convergence, et c'est ce qui crée, je pense, l'innovation. Pour moi, le métaverse, ça me rappelle toujours quand j'ai lu un roman de Philippe K. Dick. Je l'ai lu en français, donc c'était le Dieu venu du Centaure. J'oublie le titre en anglais. Mais où des colons terriens étaient amenés sur la planète Mars parce que la planète Terre se réchauffait trop, donc elle devenait invivable.
Et évidemment, ils vivaient dans des sous-sols et puis pour se divertir, donc ils prenaient une drogue qui s'appelait le délice. Ils s'assoyaient autour d'une maison de poupées à la Barbie et ça s'appelait le combiné poupée-pâte en français. Et c'était leur façon de s'évader. Donc pour moi, le métavers, pour moi, c'est ça. Mais évidemment, on peut faire plus de trucs. Mais Philippe Cadic, Thomas. Les représentations dans les grottes. Quand on rentre dans la grotte et qu'on va tout d'un coup dessiner ce qui s'est passé à l'extérieur, c'est la même chose. Oui. C'est exactement ce qu'on vient de décrire là. Donc tout ça, c'est une suite de supports pour se dire, bon, est-ce qu'on est vraiment en train de vivre ça ensemble et qu'est-ce qui se passe, quoi? Toi, t'as vu quoi? Après, Philippe Cadic, il a vu beaucoup de choses. Moi, j'adorais boire de son calice. Et il était quand même. Il a fait une conférence que vous pouvez trouver sur YouTube assez facilement si vous tapez Philippe Cadic. Je crois que ça devait être 78 ou 79, où il disait qu'en fait, à chaque fois que vous avez eu l'impression d'avoir un moment de déjà vu, c'est un bug de la matrice. Et donc pendant cette petite conférence, cet extrait, il parle pendant 5 minutes de Computer Program Reality. Et je trouve que à ce jour, c'est plutôt assez vrai. Donc voilà. Visionnaire. Alors on va prendre une question. On dit qu'on est déjà super en retard. Est-ce qu'il y aurait une question pour plusieurs de nos intervenants? Une? Non. Bon. Nous, on a une question pour vous, peut-être. Vas-y. Et quand vous avez, après cette petite heure ensemble, est-ce que ça vous a donné envie, pour ceux qui n'étaient pas encore aguerris au principe des NFT, des métaverses, de prendre le pas? On les a perdus. Dans le métaverse. Non? On vous a donné envie ou pas? Ah, je vois quelques... Mais moi, je dirais pour le vivre en tant que... Notre travail, c'est de diffuser l'art numérique. Donc, après la pandémie, le COVID, donc là, nous, on l'a vécu cette année. Donc, les gens sont absolument avides de vivre des expériences de groupe. Et puis, je pense que, la technologie va se développer, les nouvelles lunettes Apple vont sortir, donc probablement qu'au niveau de l'interface, déjà, ça peut déjà aider beaucoup l'expérience et rendre ça moins rébarbatif, si on veut. Mais je pense qu'on est en train de passer une vague là où on va être ensemble, on va vivre des trucs comme on les vivait avant. Et puis le multijoueur aussi va permettre de faire à la fois du distanciel et du collectif. Tout à fait, tout à fait. Ça va aussi. Oui, on a fait des expériences. Tout le monde a dû faire des expériences. C'est très facile sur Mozilla Hubs, là. Et puis, on a transposé un des pavillons là-dessus. Et puis, en collectif, c'est toujours assez drôle, assez intéressant. On va se quitter. J'avais prévu de lire je vais te citer, Sébastien. Tu vas m'autoriser à utiliser tes mots pour faire ma conclusion de notre discussion. Alors c'est en anglais. Hein. Alors je traduis en temps réel, en direct live. Je vois le Web 3 comme un outil d'expérimentation pour diffuser les idées et partager les valeurs. Je le vois comme un terrain d'aventure. Le Web 3 nous autorise à inventer beaucoup de choses et c'est pour ça qu'il est fait pour moi. Voilà, et je trouvais que c'était une belle, des bons mots que je pense que vous pourriez partager. Sur ces belles paroles, j'ai oublié de dire tout à l'heure que ISEA 2023 a aussi un métaverse. Il a son catalogue augmenté, donc vous pouvez aller le consulter et vous pouvez scanner à côté des créations. Je vous invite à aller découvrir les nombreuses créations et la programmation d'activités pendant les 5 jours du symposium ISEA 2023. Et je voudrais remercier nos 4 intervenants, Alain, Rachel, Thomas et Sébastien.